Et la Hachim, la dernière fois j'étais sur le site du Collège de France parce que je voulais regarder un petit peu les chers. Et en fait, sur le site, on a la référence des formations. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un seul prof qui sortait d'une formation universitaire. Tous sont passés par la cagne. En fait, cette question de la surreprésentation des élèves de classe prépa dans les postes les plus élevés, bah, on peut se dire que c'est juste la reproduction sociale. Moi, c'est ce que je me disais. Et puis je trouvais sur un article de Jean-François Sirinelli, La Cagne, un lieu de mémoire. Je vous mettrai la petite référence en description. Puis il revient sur cette histoire de la Cagne, sur la façon dont elle a émergé et aussi dont elle s'est transformée jusqu'au point de devenir aujourd'hui une institution très sélective et très homogène socialement, au point que chez les personnes admises à l'ENS de la rue d'Ulm, vous avez 89% d'enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures. Si on revient un peu sur l'historique, à la base, l'ENS, donc l'École normale supérieure d'Ulm, elle a été créée en 1794 pendant la Révolution française. Et pour avoir un peu de contexte, en fait, la Révolution française, c'est une révolution de bourgeois. Cette révolution bourgeoise a mis en place une école normale supérieure avec un concours dans lequel, peu importe sa naissance, on a tous une chance. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit à ce moment-là. Et la seule condition pour y accéder, c'est d'avoir le baccalauréat. Bon, le concours il est très sélectif, il y a beaucoup de bacheliers en France, il y a très peu qui accèdent à la rue d'Ulm. Donc, pour certains, ils vont redoubler, ils vont repartir en classe de première. Comme ça, ils vont être avec des gens qui préparent la première partie du baccalauréat, et eux, ils vont pouvoir taper un an de révision et de travail pour pouvoir passer l'ENS. À côté de ça, on a une... ouais. Donc voilà, l'ENS, c'est ça que ça représente. Pour y accéder, on a besoin d'avoir un baccalauréat, c'est la seule condition. Donc, en fait, à 18 ans, au début du 19e siècle, on pouvait passer l'ENS et rater lamentablement parce qu'il y avait très peu de place pour beaucoup de candidats. En fait, face à cette compétition-là, une tradition va s'instaurer, celle de retourner en classe de première pour refaire une année de première et avec donc dans la classe les gens qui préparent le baccalauréat, alors qu'on l'a déjà, préparer le concours de l'école normale supérieure. Et voilà, il y a cette tradition-là qui s'instaure, avec à côté d'eux aussi des personnes qui préparent d'autres grandes écoles créées pendant cette époque-là, Saint-Cyr, Polytechnique, des écoles militaires, plutôt scientifiques. Et à l'époque, on est vraiment sur une école militaire, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves physiques, et les personnes qui se destinent à ces écoles-là, ils font du sport. Cette cagne, ou ce terme cagne plus exactement, est né dans la bataille d'épithètes entre catégories d'étudiants au XIXe siècle. En effet, dans les classes préparatoires, il y avait d'un côté les littéraires qui préparaient le concours littéraire de l'école normale supérieure, et d'autre part, il y avait les scientifiques qui préparaient notamment Polytechnique, qui à l'époque était une école militaire. Et dès lors, dans l'imaginaire de ces différentes catégories, le comment dire, l'artilleur vu par des littéraires ne pouvait être qu'avec une mauvaise vue, en quelque sorte, d'où le surnom de taupin, en quelque sorte, hein, qui vaut aussi mal qu'une taupe, et inversement, pour quelqu'un qui préparait un concours d'officier, comme un scientifique, le littéraire ne pouvait être qu'un être difforme, à la démarche mal assurée, en d'autres termes, un cagneux, parce qu'il aurait eu les genoux cagneux, les jambes tordues. Et à partir de là, si vous voulez, il y a eu de surcroît ce phénomène classique, c'est-à-dire que les gens pour lesquels l'épithète se voulait blessante, l'ont repris à leur compte. Donc les cagneux, un peu par dérision dans un premier temps, se sont autoproclamés cagneux, et de surcroît, comme nous étions dans le cadre d'humanité classique, il y a eu une sorte de surenchère, de boursouflure du langage qui fait que la cagne CA est devenue KHA avec un iota souscrit. Donc il y a eu une boursouflure qui a débouché sur ce mot qui maintenant fait partie, en quelque sorte, de la mémoire intellectuelle française, le mot cagne. Et tout le 19e siècle, on a cette coexistence au sein des lycées de ces deux types d'étudiants avec des élèves qui passent le bac. Et en fait, au fur et à mesure, on voit apparaître dans des rapports, on voit apparaître, en tout cas, moi je ne les ai pas lus, c'est Girinelli qui les a lus pour moi. On voit apparaître dans des rapports, dans des recommandations du ministère de l'Éducation,
l'idée que faire coexister des étudiants avec des élèves, c'est pas une très bonne idée, et que finalement, il faudrait changer ce système et créer des classes autonomes. Et donc, en 1880, c'est le directeur de l'ENS qui s'appelle Fustel Le Coulanges, qui est un historien d'ailleurs, qui décide qu'il il faut refondre le système, et il décide de créer la classe de Cagne. Donc on aura maintenant le système Hippocagne, Cagne que nous on connaît, et cette idée-là que les élèves auront une classe autonome. Et c'est pour ça en fait que nous, quand on va en prépa, on va dans des lycées, parce que Fustel de Coulanges, il a vu que les élèves restaient dans les lycées, ben, il fallait juste créer une classe supplémentaire pour que les élèves puissent repasser leur prépa. Et voilà, on a créé la Cagne. C'est de là que ça vient. Et à cette époque-là, donc, on est sur des personnes, voilà, on est sur quelques dizaines d'élèves de Cagne, quelques centaines peut-être, parce que, en fait, Sirinelli, en 1914, donc à la veille de la guerre, il en compte comme ça une dizaine en fait. En 1914, il y a une dizaine de Cagnes, dont 4 qui sont à Paris. La région parisienne condense quand même la moitié des Cagnes en 1914, et donc il y a encore le parc, il y a celle de Montaigne à Bordeaux, il y en a encore une ou deux. Mais voilà, ça reste un nombre très restreint, et donc forcément on dirait que c'est élitiste. Et ça n'a pas vocation à généraliser, hein, parce qu'en 1939 on en nombrera 30, ce qui est déjà plus, mais reste très restreint, puisque ça fait quelques centaines d'élèves pour des centaines de milliers d'étudiants, quoi. Donc, en fait, si on veut comprendre ça, il faut comprendre que 1880, c'est exactement les débuts de la Troisième République. Et donc, que cette coïncidence entre les débuts de la Troisième République et le début de la Cagne, ça va sans incidence sur la forme que prendra la Cagne. Bon, on a déjà vu que, voilà, avec la forme du mot cagne et le suffixe hippo, on a une prégnance des humanités dans ce système-là. Et bah voilà, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, quand on a toujours les mêmes cours de latin, de grec, de littérature, de langue, de philosophie, de géographie, d'histoire. On reste sur un cursus assez classique, et Sirinelli il dit que c'est quelque chose comme un peu un conservatoire de tradition. C'est un point de passage qui assure qu'on connaîtra bien les auteurs. On aura les bonnes références. Et pour la formation des intellectuels, c'est tout à fait bien, puisque la Troisième République, elle a besoin de ces nouvelles, de ces enseignements-là, pour asseoir une légitimité à ces personnes-là au sein de l'université. Et en fait, la Cannes, c'est plutôt un lieu républicain. C'est-à-dire que même dans les années 30, alors que l'extrême droite monte très fortement, la Cagne restera remplie de gauchistes. Donc, la République, elle va essayer d'imprégner au sein de la Cagne quelque chose pour la légitimer. Et ça se retrouve dans le public sociologique qui va remplir les Cagnes de cette période-là. Les cagneux et les cagneuses sont ce que Jean-François Sirinelli appelle les boursiers conquérants. Parce que, en fait, l'enseignement secondaire, il est payant jusqu'à la fin des années 20. Donc, il faut débourser de l'argent. Et la plupart de ceux qui accèdent à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur, ce sont des personnes qui ont des bourses d'État. Et quand il dit les boursiers conquérants, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas les fils de nobles, ce ne sont pas les fils de bourgeois qui vont pouvoir accéder à la Cagne. Parce que, voilà, c'est pas tout à fait une formation qui est noble. Les humanités, elles sont pas aussi bien vues qu'aujourd'hui. Elles sont bien vues chez les républicains, hein. Ça, c'est le summum de la formation intellectuelle, les Jaurès, les gens comme ça, les Charles Péguy, les gens comme ça, là. Mais du côté beaucoup plus conservateur, on va préférer des études voilà, qui vont apporter d'autres qualités. Et donc, ce sont plutôt les fils de petits fonctionnaires qui vont aller dans les Cagnes. C'est-à-dire qu'ils vont obtenir une bourse parce qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont de bonnes notes, et ils vont pouvoir accéder à l'enseignement secondaire parce qu'ils ont de très bons résultats dans le primaire. Et voilà, le profil du cagneux, c'est celui-ci, le petit fonctionnaire, le fils de petit fonctionnaire, boursier, intéressé par les lettres et les humanités, et voilà, et aussi c'est un homme, parce que les classes sont séparées, filles-garçons, il y a des écoles de filles et des écoles de garçons, et il y a une école normale supérieure de garçons qui est l'ENS Ulm,
il y a une école normale supérieure de filles, l'école normale supérieure de Sèvres. Donc voilà, c'est ça le profil du cagneux. Et donc il entre en Cagne, et finalement ça n'a pas changé, hein, mais à l'époque déjà, ils se plaignent du manque du trop plein de travail, du manque de temps libre, de la fatigue, du fait de devoir apprendre des citations par cœur, et finalement d'avoir une surcharge de travail quand on arrive là pour pouvoir arriver à réussir un concours qui est quand même difficile. Et à l'époque, tout le monde vise ce concours, hein. C'est vraiment le... Voilà, on va pas en Cagne juste pour voir ou juste histoire de savoir si ça nous plairait, peut-être. Voilà, c'est un investissement quand même en temps et en argent, donc on ne se le permet pas pour rien. Cirinelli, comme ça, il nous donne des exemples. Saint-Gore, hein, il parle de l'esprit de méthode, et pour lui, on est coupé au cordeau, quoi, quasiment. En fait, ça n'a jamais changé, hein, quand on regarde les témoignages des cagneux dans les années 20. Un des termes qui revenait le plus sur la prépa, c'est un ergastule. Je sais pas si si vous aimez la Grèce antique, vous savez ce que c'est, mais en fait, l'ergastule, c'est un endroit sous terre dans lequel on logeait les esclaves. Et voilà, c'est la petite pièce noire, sombre, dans laquelle on va faire des nuits blanches à écrire des dissertations. Pour la plupart des personnes, c'est simplement une étape de passage obligée, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question, c'est très difficile, oui, mais c'est la promesse d'une promotion sociale, parce qu'en fait, la République, elle cherche des fonctionnaires, et elle va les rechercher à la rue d'Ulm. Aujourd'hui, les grands fonctionnaires, ils sortent de l'ENA, avant ils sortaient de l'ENS. Et le fait de devenir professeur aussi, c'est une promesse de promotion sociale. Et ça a changé après la guerre, puisque on a eu un recentrement en fait de l'ENS vers le concours de l'enseignement. Et en fait, justement, Sciences Po est devenu l'antichambre de l'ENA, là où du coup tous les hauts fonctionnaires sont partis de l'ENS. Par contre, Ulm a les meilleurs résultats aux agrégations. En 1951, à l'agrégation de philosophie, sur les 15 premiers postes, il y en a 14 qui sont des normaliens à l'agrégation de philosophie. Et en fait, dans ce même mouvement où on a de plus en plus de professeurs, de moins en moins de hauts fonctionnaires qui sortent de l'ENS d'Ulm, la Cagne va se restructurer. De plus en plus, on va ouvrir de nouvelles cagnes. Aujourd'hui, on en a 110, donc c'est bien qu'on en a ouvert dans les 60 ans qui ont suivi, alors qu'on en a ouvert peu dans les 60 ans qui ont précédé. Et cette année d'après-guerre, ces années d'après-guerre, elles sont aussi donc le mouvement d'une massification de la cagne. De plus en plus de cagneux et de cagneuses. Il y a de plus en plus de cagneux et de cagneuses. Et pour autant, le concours de l'école normale supérieure, il devient de plus en plus sélectif. On l'a vu pendant les années d'avant-guerre, ce sont des boursiers conquérants, ce sont des personnes qui sont à peu près méritantes, ou en tout cas qui n'ont pas, pas les plus à même de rentrer dans le système d'enseignement supérieur, et qui arrivent pour autant. Et quand on lit les héritiers, c'est ce que cite Jean-François Cirinelli, la plupart des normaliens depuis 1945 sont des fils de normaliens, ou en tout cas de professeurs. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a vraiment un retournement là, assez paradoxal, puisque de plus en plus on a une démocratisation de l'enseignement de Cagne, et en même temps, le débouché de la Cagne, qui est le concours, il devient de plus en plus sélectif. En tout cas, homogène socialement. Et donc ce paradoxe, il fait aussi se dire que si on a eu une massification de l'enseignement supérieur, il n'est pas forcément une démocratisation, au sens où les ouvriers, qui étaient déjà sous-représentés dans les années 20 et 30, ils continuent d'être sous-représentés dans les années 60-70 et aujourd'hui encore. En tout cas, on a une transformation de la sélection par la massification, où ce qui est difficile dans les années 20 et 30, c'est de rentrer en Cagne, donc une sélection par le bas, à une sélection par le haut, donc rentrer à l'école qui devient de plus en plus sélectif et de plus en plus élitiste. Et finalement, la question qui se pose, c'est celle de la réforme de la Cagne, parce que jusqu'à maintenant, en fait, depuis 1880, elle n'a jamais vraiment changé. Le seul changement qu'on ait jamais connu au sein de la Cagne, c'est qu'avant, il y avait 3 Cagnes, type A, type B, type C, donc avec des lettres
avec du latin et avec des sciences. Il y a eu une époque, la CAIN type C, elle enseignait les sciences. Et elle a été supprimée pour se concentrer vraiment sur les humanités. Donc, bon, pourquoi pas. En tout cas, la CAIN type B, la CAIN type C, donc qui vont devenir les futurs CAGNE Ulm et CAGNE Lyon, et elles existent depuis 1880. Et finalement, ce qu'on peut se demander, c'est si la CAGNE, elle est capable de se réformer. Puisque donc, en 1880, un siècle après la création de la CAGNE, on a la création de la CAGNE BL avec des sciences sociales et des maths. Très bien, faut vivre avec son époque, hein, la sociologie émerge, l'économie devient une science qui s'impose de plus en plus importante dans le débat démocratique, donc pourquoi pas. Pour autant, le format reste le même, on a la pluridisciplinarité, on a une dissertation avec une annonce de plan en 3 parties scandée par 2 virgules. Rien n'a changé en fait dans les cagnes. En fait, ce que Cirinelli va dire, c'est que effectivement, la cagne, elle n'est pas en mesure de se réformer, ou en tout cas, elle ne l'a pas fait. Pour autant, elle a perduré. Si une institution perdure pendant un siècle et demi sans se réformer, c'est qu'elle a des atouts. Et notamment, quand il fait le portrait comparé de Raymond Aron et de Jean-Paul Sartre, qui sortent de la même cagne, donc qui ont fait leur cagne dans la même année, qui sont un peu les deux grands intellectuels français d'après-guerre, en fait, quand on lit leurs textes, et quand on compare même avec des Michel Foucault ou des Simone de Beauvoir, la manière d'écrire, elle est similaire. La manière d'agencer les plans, elle est similaire. Et si tous les esprits ont la capacité d'être dans le même moule, c'est pratique parce que ça donne un langage en commun et donc ça crée une forme de classe d'intellectuels qui sont capables de se comprendre et de discuter entre eux. C'est pas forcément que la pensée va être homogène, hein, quand il fait le portrait de Aron et de Sartre, c'est aussi parce que Sartre est communiste et que Aron, lui, il est gaulliste. Donc on voit bien que ça n'impose pas forcément une façon de penser, juste une façon d'argumenter. Et c'est peut-être ça en fait qui fait la force de la cagne, cette manière qu'elle a de donner aux étudiants et aux étudiantes un bien pensé et des connaissances, mais surtout un bien parler. Et dans un pays qui valorise autant ses compétences culturelles, c'est peut-être ça qui lui fait sa force, et peut-être pour ça qu'elle est très adaptée au format de l'université française. Mais on n'est pas obligé d'agréer ce qu'il dit, et on peut aussi aller un peu plus loin et dire que c'est peut-être un peu une institution conservatrice, au sens où elle permet une reproduction sociale. Elle crée une façon de penser, une façon de parler, et bon, déjà, les normaliens sont assez homogènes dans leur origine, mais même, en fait, faut rentrer dans le moule. C'est-à-dire qu'il faut produire des personnes qui savent, qui ont ces compétences et qui ont cette appétence. Et donc, même si Cirinelli ne va pas jusque-là, c'est peut-être une institution qui va légitimer un système un système scolaire français qui est socialement hiérarchisé, au sens où c'est ce que Pierre Bourdieu montre dans La noblesse d'État, hein, mais les personnes qui sont dans les grandes écoles, elles ont réussi à un concours grâce à leurs compétences culturelles, mais leurs compétences culturelles, elles se retrouvent légitimées par le concours, alors qu'elles ne sont pas forcément... apprendre à parler comme un normalien ou comme un cagneux, ça rend pas forcément la personne plus intelligente, mais simplement plus légitime du fait de cette réussite au concours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aurez apprécié la conclusion sur Pierre Bourdieu, parce que contractuellement, en fait, je suis obligé de conclure sur Pierre Bourdieu, et que vous aurez apprécié m'écouter pour cette première vidéo. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent, donc vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, et lâcher un petit commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou déplu. Je me sens très youtubeur de faire ça. Ça y est, je suis rentré dans le moule.